Bonjour, je suis le docteur Salama, je suis ravi de vous retrouver pour cette visiofiche de gynécologie sur la grossesse extra-utérine. Juste pour vous rappeler, l'objectif des visiofiches, c'est de vous transmettre un maximum d'informations en un minimum de temps, de vous faire quelques mises au point, mais il ne faut pas s'en contenter et je vous invite vraiment à lire l'ensemble des recommandations. N'hésitez pas à faire pause si besoin pour lire les petits points de détail qui peuvent apparaître sur les différentes images que j'ai pu vous transmettre. La grossesse extra-utérine, c'est l'item 24 de l'ECNI, mais on peut la retrouver aussi dans d'autres items de gynécologie. Les recommandations sur lesquelles je vais me baser, c'est principalement la grossesse extra-utérine du CNGOV de 2010, mais qui date des orientations diagnostiques en début de grossesse, mais je vous en reparlerai sur une autre visiofiche sur les algorithmes, les grossesses de localisation inhabituelle de l'HS en 2016 et la commission de transparence pour l'utilisation de buméthotrexate qui synthétise bien l'ensemble de la pathologie qui date de septembre 2020. Donc quelques généralités sur la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, sa définition, c'est une grossesse qui s'implante en dehors de l'utérus, en dehors de son lieu habituel de nidation, et le plus souvent, ça va être dans la trompe. 2% des grossesses ne s'implantent pas dans l'utérus, donc c'est 2% des grossesses, ce qui correspond grosso modo, si on a 800 000 naissances par an en France, ça fait 16 000 grossesses extra-utérines attendues. La plupart du temps, elles vont s'implanter donc dans la trompe et principalement dans la zone ampulaire, ici, dans le milieu de la trompe. Plus exceptionnellement, on va avoir des grossesses qui vont être dans l'ovaire ou alors dans le col. Parfois, elles vont être dans la corne utérine, dans l'interstitiel ici, et puis parfois on peut les avoir dans les cicatrices de césarienne, et très exceptionnellement, on peut les avoir intrapéritonéales. Les principaux facteurs de risque de grossesse extra-utérine, ça va être le tabagisme, l'antécédent de grossesse extra-utérine, l'antécédent d'infection génitale haute, salpingite et principalement chlamydia et gonocoque, et l'antécédent de plastie tubaire. À moindre puissance de risque, l'âge, l'endométriose, l'assistance médicale à la procréation et la stimulation avec clomide, et puis l'antécédent de fausse couche. Alors, est-ce que le stérilet est un facteur de risque de grossesse extra-utérine? La réponse est non. Donc là, je vous invite à faire pause, je vous invite à lire le résumé qui est on ne peut plus clair, ce que vous retrouvez sur le blog de Martin Vinclair. Donc clairement, le stérilet en population générale protège des grossesses intra-utérines et des grossesses extra-utérines par rapport aux patientes qui n'ont pas de contraception. Pour les grossesses extra-utérines, vous allez avoir 3 tableaux cliniques. Le premier, c'est une patiente qui est asymptomatique, qui vient à sa consultation à 12 semaines. Elle se sait enceinte, elle vient faire une échographie de 12 semaines, et là, à l'échographie, on ne trouve rien dans l'utérus et on voit la grossesse dans la trompe. Elle ne se plaint de rien, elle n'a pas mal au ventre, elle ne saigne pas. Deuxième tableau, c'est la patiente qui est paucisymptomatique. Elle a des petites pertes, généralement noirâtres, elle a des douleurs pelviennes modérées, généralement elle va consulter aux urgences, elle se sait enceinte ou pas, et là aux urgences on va être confronté à un tableau où il n'y a rien dans l'utérus, un bêta-HCG positif, et donc possiblement une grossesse extra-utérine. Et le troisième tableau, c'est la rupture tubaire. C'est la patiente qui vient dans un tableau de choc hémorragique, elle est pliée en deux, elle a mal au ventre, c'est les pompiers qui l'amènent, elle a une hypotension, et à l'échographie, on va retrouver un hémopéritoine massif qui va imposer de l'opérer très rapidement. Donc quel bilan prescrire chez ces patientes? Donc bien sûr, la patiente qui a le tableau d'hémopéritoine, il va falloir aller très 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 vite et passer au bloc. Dans les autres cas, on va pouvoir faire un bilan et l'analyser. Donc, le premier examen à réaliser devant une patiente qui a des douleurs pelviennes et ou des métrorragies, je vous le redirai dans l'autre visiofiche, ça va être une échographie pelvienne par voie suspuvienne et par voie endovaginale. On va regarder l'utérus et à l'intérieur, on va retrouver une vacuité utérine, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de sac intra-utérin. On va regarder sur les annexes et on va retrouver une masse latéro-utérine. Donc là, on voit bien la couronne trophoblastique et la petite vésicule vitéline dans la trompe. Et éventuellement, derrière l'utérus, qu'on ne voit pas ici, on pourrait retrouver un hémopéritoine, un épanchement. Donc aujourd'hui, l'échographie permet de visualiser la plupart des grossesses extra-utérines grâce au progrès qu'on a pu avoir dessus. Mais si on a une vacuité utérine, pas de masse visible, il va falloir faire un dosage plasmatique quantitatif de l'HCG pour pouvoir comprendre cette vacuité utérine.
Donc, la règle de base sur l'HCG, c'est que une grossesse intra-utérine doit être visible dans l'utérus lorsque l'HCG est supérieur à 1500. Je vous en reparlerai dans l'autre fiche. Et si l'HCG est inférieur à 1500 et qu'on ne voit rien dans l'utérus et qu'on ne voit pas de masse, on est face à une GLI, grossesse de localisation indéterminée. On va suivre son évolution. Et normalement, l'HCG sur une grossesse bien évolutive, qui oriente vers le caractère bien intra-utérin de la grossesse, doit doubler toutes les 48 heures, à peu près. Et puis dans le bilan, toujours, en fonction de vers quoi on va s'orienter, on pourra prescrire un bilan préopératoire en fonction des besoins de l'anesthésiste et un bilan pré-méthotrexate, qui sera une des stratégies de traitement, avec notamment la numération formule sanguine, bilan d'hémostase et surtout la fonction hépatique et la fonction rénale. Alors comment prendre en charge une grossesse extra-utérine? Encore une fois, ça revient à quel est le tableau initial de la patiente. Devant une anomalie de l'HCG, c'est-à-dire qu'en fait on a un HCG qui ne diminue pas franchement comme on pourrait l'avoir sur une fausse couche, on va se laisser le temps de surveiller. Donc la patiente elle était à 200 d'HCG, on recontrôle 48 heures après, on a 180. Bon ça diminue bien, c'est plutôt dans le bon sens, mais bon, c'est pas franchement une fausse couche. On recontrôle, 48 heures après, elle est à 110 d'HTG, et ben on recontrôle encore après, elle est à 90, puis 50, puis 30, puis 10, puis 0. Donc en fait, elle a guéri toute seule, on n'a rien fait, on ne l'a pas traité, on avait juste fait une surveillance et c'est de l'abstention thérapeutique. Donc l'abstention thérapeutique, c'est même pas quelque chose qu'on envisage, c'est quelque chose qu'on va constater qu'on a fait une abstention parce que l'HTG a continuellement diminué sans qu'on ait eu besoin de faire. La deuxième option de traitement, c'est le méthotrexate. Je vous rappelle qu'il n'a pas d'AMM en gynécologie. C'est une alternative au traitement chirurgical qui est le traitement de référence. On l'utilise à la dose de 1 mg par kilo en général, le plus souvent par voie intramusculaire. On est sur des protocoles à dose unique, donc on est à des doses faibles et des doses uniques par rapport à ce qu'on utilise en cancérologie. Une deuxième injection de méthotrexate peut être envisagée si le taux d'HCG ne diminue pas suffisamment. Le méthotrexate est un médicament qui en fait est un antimitotique qui bloque la division des cellules. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'acide folique en complément chez ces patientes, contrairement à la rhumatologie ou à la cancérologie. Les indications, ça va être une patiente qui a compris sa pathologie, qui est d'accord pour ce traitement et qui peut se livrer à la surveillance. Elle est peu symptomatique, elle n'est pas douloureuse, elle ne saigne pas beaucoup. À l'échographie, il n'y a pas un hémopéritoine massif. Et puis, on est sûr de la grossesse extra-utérine et l'HCG on s'accorde aujourd'hui plutôt inférieur à 5000. Okay, donc comme vous le voyez, on dit que c'est possible entre 5000 et 10 000, mais plus l'HCG augmente, moins les taux de succès, plus le taux de succès diminue. Les contre-indications au méthotrexate qui vont en fait être les indications à la chirurgie, c'est la patiente qui refuse le traitement, qui ne comprend pas le traitement ou qui habite trop loin pour se livrer à la surveillance qui va être prolongée durant 1 mois. Ça va être les contre-indications au méthotrexate en lui-même, les anomalies sur le bilan et notamment les anomalies sur la NUM, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, l'HCG supérieur à 10 000, les douleurs pelviennes, les métrorragies abondantes, l'hémopéritoine, l'instabilité hémodynamique, et si à l'échographie on voit un embryon avec une activité cardiaque ou si on voit un hématosalpinx supérieur à 4 cm, dans ces cas-là, il faudra impérativement faire une celluliochirurgie. Si on a opté pour le méthotrexate, il va falloir surveiller la patiente et donc il va falloir la revoir à J4, à J7, puis jusqu'à négativation du taux d'HCG. On va proposer un examen clinique, voir de quoi elle se plaint, est-ce qu'elle a des nouveaux symptômes, éventuellement palper le ventre, et puis on va faire une surveillance de la décroissance de l'HCG. À J7, normalement, l'HCG doit être inférieur au taux initial qu'on avait à J0, où il doit être inférieur à 85% du taux de J4. Si ce n'est pas le cas, on pourra discuter à faire une deuxième injection. En tout cas, on ne fera jamais de troisième injection. Le traitement chirurgical, ça va être celui des grossesses extra-utérines évoluées ou des patientes très symptomatiques ou instables. Le traitement chirurgical reste le traitement de référence et donc pour ces patientes, il va falloir les opérer. On recommande aujourd'hui clairement la celluliochirurgie. Donc 3 options durant la celluliochirurgie. La première, ça va être l'expression tubaire. On va aller appuyer sur la trompe. En fait, la grossesse est en train de sortir par le pavillon. Elle fait un avortement tubo-ovarien. On appuie dessus et la grossesse sort.
ok, c'est fini, il ne se passe rien, on n'a fait rien de plus. Il faudra aussi surveiller la décroissance de l'HCG jusqu'à négativation. Deuxième option, c'est la salpingotomie. Donc sur la trompe dilatée, qui est encore en bon état, on va aller ouvrir en regard et on va sortir la grossesse et l'hématome. Pareil, dans ces traitements conservateurs, on va faire une surveillance de l'HCG jusqu'à négativation. Et la troisième option, la trompe est en trop mauvais état, où on est sur une récidive de GU, où la trompe est explosée avec des adhérences. Dans ces cas-là, il va falloir faire une salpingectomie, où on va retirer la trompe. Donc les stratégies thérapeutiques dépendent principalement du tableau clinique, échographique, biologique. Il y a des scores qui permettent de se situer un petit peu par rapport à ça, mais encore une fois, le plus souvent, c'est le bon sens qui prime, savoir est-ce que cette patiente est éligible au traitement médical ou est-ce qu'elle doit être opérée. Alors, quelles sont les suites des patientes qui ont des GU? Les conséquences, ça va être possiblement l'échec du traitement. Donc, on était parti sur un traitement conservateur, ça ne marche pas, l'HCG ne diminue pas suffisamment rapidement, ou la patiente revient dans un tableau de rupture tubaire, ce qui est possible même après méthotrexate, il faudra l'opérer. Il peut y avoir des complications des traitements, des complications inhérentes au méthotrexate, ou des complications inhérentes à la celliochirurgie, notamment avec la mise en place des trocars, où on peut faire un trou dans la vessie, on peut faire un trou dans les vaisseaux, on peut faire un trou dans le digestif. Donc, à savoir, toujours peser la balance bénéfice-risque avant de proposer une prise en charge de la patiente. Ça peut être la récidive, donc une patiente qui a fait une grossesse extra-utérine, c'est le témoin qu'elle a ses trompes abîmées et donc elle peut récidiver une grossesse extra-utérine. Et donc dans ces cas-là, probablement à la prochaine grossesse, il faudra lui proposer une échographie vers 7 semaines qui nous permettra de confirmer la présence d'une grossesse intra-utérine évolutive plutôt que d'attendre 12 semaines et de prendre le risque qu'elle revienne dans un tableau de rupture tubaire. Et la dernière complication pour ces patientes qui ont fait des GU, c'est l'infertilité. Parce que la grossesse extra-utérine, c'est le témoin que les trompes ne sont pas en bon état. Il y a une belle étude qui a été faite, qui était l'étude Demeter en 2015, qui a montré que pour les patientes, on randomisait les patientes en deux groupes, traitement médical ou traitement chirurgical. Elles pouvaient bénéficier des deux. Il n'y a pas de différence entre celles qui ont été opérées ou celles qui ont eu le méthotrexate. 67% de grossesse intra-utérine à 2 ans après méthotrexate et 71% après traitement chirurgical conservateur. Donc, pas de différence dans ces deux cas. Deuxième bras, c'était des patientes qui impérativement devaient être opérées. Donc on commençait la cellio, une fois qu'on était dans le ventre, on regardait un petit peu l'état des trompes. Si la patiente pouvait bénéficier d'une salpingotomie, on randomisait salpingotomie versus salpingectomie. Encore une fois, pas de différence. 70% des femmes après traitement conservateur et 64% après salpingectomie ont pu avoir une grossesse intra-utérine dans les 2 ans qui suivent. Donc encore une fois, pas de différence. Donc cette étude nous dit que le choix de la stratégie thérapeutique dépend uniquement du tableau clinique de la patiente et pas du potentiel de fertilité qu'on attend pour cette patiente. Alors que retenir de ce que je viens de vous dire très rapidement? La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui s'est implantée en position ectopique. C'est une pathologie non rare et potentiellement grave, donc il faut toujours y penser. Toute femme qui saigne ou toute femme qui a mal au ventre, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on n'en meurt plus en France, mais ça pose des problèmes pour la suite. Et si on n'en meurt plus, c'est parce qu'on est capable d'en faire le diagnostic en associant des tableaux cliniques, de l'échographie et de la biologie au travers des algorithmes complets. La prise en charge, l'abstention, je vous l'ai expliqué. Le traitement médical basé sur le méthotrexate, un antifolate. Donc n'oubliez pas le bilan, une possible deuxième injection et la surveillance de la décroissance de l'HCG jusqu'à négativation. Une prise en charge chirurgicale chez les patientes qui ne sont pas éligibles au méthotrexate, ça reste le traitement de référence. 3 options, la salpingotomie, la salpingectomie ou l'expression tubaire. Et puis les conséquences, donc l'échec du traitement qui impose un traitement conservateur d'être opéré, et puis penser à la fertilité future de ces patients. Je vous remercie, et puis je vous souhaite bon travail, et à bientôt pour d'autres fiches.